Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner dans ce projet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, d'abord à Paris et à Londres, puis pendant 3 mois sur le continent américain. Cette semaine, je reçois à Mexico Philippe Cahuzac, fondateur de la marque de meubles Gaia. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est un peu l'équivalent de Made.com. Après une école de commerce en France, Philippe a travaillé 4 ans en private equity en Argentine, avant de partir faire son MBA aux États-Unis. C'est à la fin de sa première année de MBA qu'il a eu l'idée de Gaia, et à peine 2 semaines après son diplôme, il est parti s'installer à Mexico pour la monter. 4 ans plus tard, Gaia est une des plus belles success stories de l'écosystème startup mexicain, avec 300 employés, 12 boutiques et 50 millions de dollars de chiffre d'affaires prévus pour 2019. Dans cet épisode, Philippe nous raconte les débuts de Gaia, de l'analyse de marché aux premières étapes du lancement. On parle aussi des défis financiers, humains et d'organisation liés à la croissance rapide de sa boîte. Et évidemment, on parle du Mexique, de ses opportunités et de ses challenges. Comme toujours, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur iTunes en me laissant une note ou un petit commentaire. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait et m'ont envoyé des messages super sympas. Ça me fait vraiment très plaisir de savoir que je ne suis pas toute seule derrière mon micro et que ce podcast vous inspire. Et pour tout suivre de l'aventure de Jump, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte Instagram Jump the Podcast, où je soumets toutes les semaines à votre vote de nouvelles idées de business. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue dans Jump. Avec plaisir. Merci. Je suis content d'être avec toi et un plaisir de t'avoir dans nos bureaux aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, pour nos éditeurs, on est ici dans les bureaux de Gaia à Mexico City. Et donc, je suis ravie d'interviewer Philippe, qui est un des cofondateurs. Et ma première question pour toi va être un peu générale sur comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat au Mexique. Parce que j'ai vu que tu avais eu plusieurs expériences sur le continent américain. Tu avais bossé 4 ans en Argentine en private equity. Ensuite, aux États-Unis, tu as fait ton MBA. Ensuite, tu es passé par le Brésil. Donc, tu es vraiment tombé amoureux de ce continent, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui a fait qu'ensuite tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat au Mexique ? En fait, ça a été un peu la fièvre du MBA parce que quand j'avais commencé mon programme de MBA, je pensais vraiment revenir vers du private equity et rester sur le compte sûr, donc Argentine et Brésil. Mais c'est vrai que durant le MBA, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient eu des entreprises, des expériences entrepreneuriales. Il y a toute une adrénaline sur le campus qui ont fait qu'on se sent capable de faire quelque chose. C'était Harvard. Ouais. Et donc il y avait beaucoup d'adrénaline, donc je me suis dit ok, je vais faire mon summer internship, je vais le faire dans une start-up et voir si ça me plaît et si je me sens capable de lancer ma propre boîte. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis parti entre ma première et deuxième année, je suis parti 4 mois à Sao Paulo dans une boîte de e-commerce sur du meuble également. Donc moi j'ai fait un projet, j'étais dans le centre de distribution, donc vraiment très opérationnel, très logistique. Et en fait j'ai adoré parce que j'étais beaucoup plus près de l'opération. Moi j'avais fait du private equity mid cap. Donc il y avait la partie deal, il y avait la partie portfolio, mais on rentrait pas, je trouve, suffisamment dans le détail. Donc j'avais vraiment besoin d'être beaucoup plus près des opérations. Donc l'expérience m'a beaucoup plu. Et aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'est par rapport un peu au monde du pays où les carrières sont un peu private equity. Ouais, du monde private equity où les carrières sont un peu plus lentes et un peu plus de politique. Moi j'avais besoin je sentais qu'il pouvait prendre les décisions seul. J'avais envie de bosser avec des gens qui partageaient un peu mes valeurs et ma façon de bosser. Ce qui c'est plus difficile de trouver dans les structures externes. Donc la combinaison de cette expérience au Brésil plus mon envie de monter mes équipes et de prendre les décisions a fait que je me suis très rapidement lancé sur ce projet. Donc j'ai consacré toute ma deuxième année de HBS sur ce projet-là. Donc HBS pour nos auditeurs, c'est Harvard Business School. Exactement. Excusez les acronymes. Non. Et donc toute la deuxième année à Harvard, j'ai monté le projet. Donc j'étais entre Boston et le Mexique toute la deuxième année pour valider un peu la thèse que j'avais sur ce marché-là. Donc ce que j'avais vu sur le Mexique, il y avait 3 facteurs qui m'ont poussé à me lancer. C'est que sur le secteur du meuble, il y avait le segment moyenne gamme qui était totalement libre. Donc toute la population, on va dire jeune, éduquée, 25-40 ans, n'avait pas accès à des meubles, on va dire, de contemporains, des pré-accessibles, un peu situation de la France ou des marchés plus matures il y a 30-50 ans. Il n'y a pas Ikea ici ? Non, ils arrivent dans l'année prochaine. Ah. Ils vont pas t'arriver.
Donc il y avait un segment qui n'était pas du tout attaqué. On était également sur un très gros marché, c'est 120 millions d'habitants. Évidemment, il y a que 25% de ce marché-là qui peut acheter chez Gaïa en termes de profil et de revenus, mais c'est quand même un très très gros marché qui est concentré sur quelques villes. Donc en termes de business model, ça marche d'un point de vue densité. Et le troisième facteur, c'est plus la démo du pays où l'âge moyen est 28 ans. Et c'est quand les gens commencent à avoir du pouvoir d'achat et passer sur des achats de meubles. C'est généralement, je me marie, j'ai un gosse, j'achète un appart. Donc on essaie d'attaquer ces gens de vie. Donc ça a été vraiment la thèse sur le Mexique. Et comment tu as eu en fait ces insights? Parce que à l'époque tu me dis au Brésil, donc tu travaillais dans une entreprise de meubles, mais tout à coup tu t'es dit tiens je vais regarder le Mexique si je faisais pareil là-bas. Ouais, parce qu'en fait j'avais adoré le secteur au Brésil, mais j'avais pas le Brésil ne m'avait pas convaincu, non seulement au point de vue personnel, mais au point de vue aussi plus professionnel. Pourquoi? J'avais vécu 5 ans avant à Buenos Aires, donc en termes de qualité de vie, Sao Paulo c'était vraiment un downgrade assez fort. Et aussi le Brésil, Chanté était en fin de cycle, ce qui d'ailleurs s'est confirmé rapidement. Ce qui était en fin de cycle et c'est assez dur de faire du business au Brésil. Les coûts du travail sont élevés, les coûts légaux sont élevés, la logistique, l'infrastructure c'est aussi très élevé. Beaucoup de bureaucratie, beaucoup plus qu'au Mexique, même si ça peut paraître surprenant. Donc ça m'avait pas convaincu pour lancer Gaïa. C'était aussi un marché un peu plus compétitif que le Mexique, où nous on a été vraiment les premiers à se positionner sur le marché moyenne gamme. Mais tu connaissais pas le Mexique? Je connaissais un petit peu pour être honnête, parce que j'avais fait moi j'ai fait mon école, j'étais à l'ESSEC à Paris et j'avais fait un échange de 6 mois au Mexique. D'accord. Donc j'avais déjà vécu ici, mais j'étais vraiment très loin des cours d'ailleurs, donc très loin de m'imaginer être entrepreneur au Mexique quelques années après. Mais c'est vrai que j'avais vécu 6 mois. Mais non, j'ai commencé à regarder plusieurs marchés, Mexique, Colombie, Argentine, que je connaissais bien, Chili, Pérou. Et les 3 arguments que j'ai mentionnés avant m'ont décidé à me lancer sur le Mexique. Mais quand tu dis j'ai commencé à regarder, enfin pour moi de l'extérieur, je me dis alors quoi, tu es dans une autre ville et puis tu regardes marque de meubles au Mexique, tu vois qu'il y a rien, tu lis des articles, tu parles à des gens, comment ça se passe? Ouais, non, exactement. Ça commence avec télécharger des jolis rapports d'Euromonitor, à aller sur place, à aller au trade show de meubles, aller voir les boutiques, discuter avec les gens qui sortent des boutiques, faire quelques études avec SurveyMonkey pour avoir un meilleur feeling du marché. Mais très rapidement, j'ai vu que le Mexique était le marché où ma thèse était la plus forte. Donc j'ai beaucoup été sur le Mexique. Je visitais les fournisseurs. Je pense, une fois par mois, j'étais au Mexique. Pendant ta deuxième année de MBA. Pendant la deuxième année, quoi. J'allais voir des fournisseurs, j'allais voir des industriels, j'allais voir des investisseurs. Donc ça m'a beaucoup aidé à valider la thèse que j'avais sur le pays. Donc tout de suite, une fois que tu es diplômé, tu déménages à Mexico? Ouais. Non, je suis arrivé full time. Je suis arrivé, je pense, 2 jours après ma cérémonie des diplômes. J'étais sur place au Mexique. Ce qui est bien, je pense que j'ai eu la chance, j'ai pu faire mon premier tour d'investissement avant d'être au Mexique. Donc j'étais encore à Boston, j'avais juste un PowerPoint, mais c'est quand j'ai fait mon premier tour de seed. Donc là, on a levé $500,000. Juste sur l'idée. Ouais, juste sur l'idée. Donc c'est bien. Je suis arrivé sur place parce que il fallait quand même que j'ai encore des dettes à repayer avec mon MBA, donc j'avais pas les finances adéquates pour lancer Scratch. Donc j'avais besoin de financement, donc j'ai fait une levée de fonds pré-diplôme, pré-revenues, pré-équipe. Waouh. Et je suis arrivé sur place, j'ai monté les équipes et puis on a lancé. Je suis arrivé sur place en juin, on a lancé en novembre. C'est Harvard qui t'a mis en relation avec ces investisseurs? Ouais, non, ça aide. Après, le monde entrepreneurial quand même assez très très ouvert, donc c'est très facile d'avoir les contacts. Donc, mais c'est vrai que Harvard, ouais, t'as quand même un accès en termes d'investisseurs qui est assez quand même très très puissant. Donc c'est facile. Les gens répondent aux emails, ce qui passait pas avant. Et tu t'es associé avec 2 autres personnes, donc Raffaello et Hassan, un Néerlandais et un Italien. Ouais, non, c'est un peu le club européen, les pères fondateurs de l'Europe au Mexique. Hyper international. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment vous êtes rencontrés et comment ça fonctionne entre vous? Ouais, non, enfin on a eu la chance de se rencontrer quand j'étais au Brésil, justement quand j'ai fait ce projet de 4 mois. Mais j'avais pas encore l'idée en tête. L'idée a mûri plus sur quelques mois après. Mais c'est vrai que justement un peu de mes apprentissages que j'avais eu à Harvard sur la meilleure manière de monter une boîte, c'était d'avoir une équipe d'entrée, pas être forcément un solo founder.
pour gérer les hauts et les bas, pour pas être aveuglé par certaines décisions, mais aussi avoir avec toi des équipes qui ont des compétences que tu n'as pas. Donc j'ai voulu démarrer très fort avec une équipe qui avait des compétences très complémentaires aux miennes. Donc je cherchais un profil très fort sur la partie digital et un profil très fort sur la partie opération. Et toi, tu étais la partie moi, quand on a commencé Gaïa, je me suis mis sur beaucoup de choses. Donc j'avais la relation investisseur, j'avais la partie administration de la boîte, j'avais aussi de la relation avec tous les fournisseurs. Je faisais toute la partie marketing offline parce qu'ils parlaient pas encore espagnol. Donc j'étais sur la partie, on va dire, plus commerciale, stratégique, on va dire, et finance. Et vous vous êtes mis un tiers? Nous, on a démarré. Enfin, moi, j'étais tout seul sur le projet, donc j'ai fait la levée de fonds. Donc non, moi j'avais. Quand on a démarré, j'avais la moitié et l'autre moitié était reversée entre Hassan et Rafa, parce qu'ils sont arrivés plus tard sur le projet. Mais pour moi, c'était important aussi que je sois le CEO, pour avoir un mec qui puisse prendre les décisions seul. C'est pour ça, et 3, ça me plaisait beaucoup, pour la prise de décision aussi. Donc c'était l'idée, il y a un CEO, mais après avoir 2 vrais co-founders. Donc il y avait Hassan, lui, qui avait un background beaucoup plus digital. Il était chez Google avant, pas mal d'années. Et après, il était en e-commerce, mais sur la partie acquisition. Donc c'est quelqu'un qui a vu les différentes étapes, les différents défis d'acquisition sur la partie digitale. Et Raffaello, lui avait un background beaucoup plus consultant à la base. Il travaillait chez Booz. Et après, il était aussi en e-commerce, mais sur la partie opération. Donc on a vraiment, et je pense aussi ce qui fait qu'on a pu démarrer très très vite, c'est qu'on avait des profils très très complémentaires. Et au-delà de ça, c'était des personnes avec qui on avait certaines valeurs. La façon dont on bossait était quand même, on avait pas mal de choses en commun, qui fait qu'on sentait que ça allait bien se passer. Et ça, vous l'aviez validé en amont, en discutant, en se posant plein de questions les uns les autres? Pas vraiment. Ça a été, en fait, on a bossé ensemble et on n'était pas potes à la base, on était plus collègues à la base. Et en fait, je trouve que c'est très sain de démarrer une relation de co-founder comme ça. Sur des bases plutôt professionnelles que amicales. Exactement. Et c'est plus facile sur la durée d'ailleurs, de prendre des décisions. Donc, ça a démarré comme ça et ça s'est fait très rapidement parce que quand j'ai fait la levée de fonds, je leur ai présenté le business model. Je pense qu'ils étaient en fin de cycle dans les boîtes où ils étaient. Et 15 jours après, je les avais sur place au Mexique avec moi. Donc, ça a été très, très rapide et spontané. Et le chiffre 3, ça s'est révélé être un bon choix? Ouais, non, c'est un très bon choix. Honnêtement, je le recommande. Parce que même si j'ai la majorité par rapport à mes co-founders, sur certaines grosses décisions, c'est quand même mieux d'être deux contre un. Ça valide. Alors que des fois, surtout sur les premiers mois d'une boîte où il y a quand même, il y a beaucoup les décisions sont quand même très à base de consensus. Donc 3 c'est bien parce que c'est 2 contre 1 et ça avance. Alors que si t'es que 2, tu peux bloquer certaines décisions. Il y a beaucoup des fois de figures de co-CEO, ce sont des figures sur lesquelles je crois pas trop. Je préfère qu'il y ait un mec qui prenne les décisions. Donc 3 je recommande. Amplement. Très bien. Et si on revient alors sur les débuts de Gaïa, comment ça s'est passé quand vous êtes retrouvés tous les 3 au début à Mexico? C'était quoi les premières étapes? Comment on trouve des fournisseurs de meubles? J'ai vu que vous produisiez essentiellement au Mexique. Donc comment tu trouves des fournisseurs de meubles au Mexique? Ensuite, comment tu organises toute la partie logistique, la livraison, etc. C'était quoi en fait au début c'était après les premiers jours c'est toujours un peu plus administratif qu'on ne le veut. C'est beaucoup de questions de visa, de résidence, d'appartement, de trouver des bureaux. C'est compliqué ça, à Mexico? C'est plus compliqué qu'en Europe, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'Argentine et Brésil. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle. Les lois ici sont quand même très favorables à l'entrepreneuriat étranger, donc ça aide beaucoup. Donc on a pu avoir les visas très très rapidement. Donc c'est ça, c'est définition de stratégie quand même. On avait mis en place une stratégie générale, mais il fallait quand même qu'on la confronte un peu à ce qu'on voyait sur place. Et après, on s'est très rapidement positionné sur ce qu'on faisait de mieux. On a fait un calendrier d'activités assez clair sur comment on allait être spécialisé les prochains mois pré-lancement. On a bossé spécialisé dans quoi? Sur les tâches qu'on faisait le mieux. Donc Hassan, il a pris à charge toute la partie plus produit digital, donc le site, et la mise en place de la stratégie d'acquisition. Rafa, il est parti sur la partie opération pour livrer les produits. Et moi, je suis parti plus sur la partie fournisseur, catalogue, designer. Et ça, par exemple, tu t'y es pris comment?
Ouais, je suis allé frapper les portes des fournisseurs. Ça peut partir d'un annuaire ou de certaines foires internationales où ils sont tous là au même moment, donc ça aide. Aller sur les événements de design, demander des intros. Ça démarre avec un bon Excel. Et aujourd'hui, c'est plus de 300 ou 400 lignes. Mais non, c'est vraiment être sur le terrain, ce que je recommande. Hein. Être sur le terrain, parler avec les gens, chercher les intros. C'est comme ça que tu génères une intuition sur le marché. Et votre business model, c'est donc d'acheter des meubles à des artisans et ensuite de les revendre. Vous les designez entre-temps? En fait, la vision initiale, la vision de la boîte, c'est vraiment construire. On est vraiment sur un play de construction de marque. Donc, c'est vraiment construire la marque iconique de meubles au Mexique et sur le continent. On a un business model assez similaire à un Make.com en Europe. Donc, on est vraiment sur la construction des marques. Les gros piliers au niveau business, c'est marque propre, avoir nos propres produits uniques. Donc, on a monté nos équipes créatives, on dessine les produits et tout le manufacturing, c'est tertiarisé, mais ce sont nos designs. Et qui les faisait les designs au début? Ce que j'ai fait au début pour lancer rapidement, en fait, j'ai pris des designers qui avaient déjà des designs et certains avec des capacités de production. Donc ça, c'était bien pour démarrer parce qu'on a lancé très vite. C'est pas bien pour scaler parce que les capacités de production sont pas suffisantes, mais ça nous a permis de lancer rapidement. Donc vraiment la vision, c'est avoir nos propres produits, contrôler grande partie de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on contrôle le stock, on a notre propre warehouse et on fait également la distribution sur Mexico City. Mais c'est vrai quand on a démarré, on avait un modèle beaucoup plus lean où on contrôlait pas les produits, on contrôlait pas non plus la distribution. Mais on a vite compris que si on voulait construire une marque, fallait générer de la confiance et avoir une très très bonne expérience. Et pour ça, fallait contrôler la chaîne de valeur. Et c'était quoi, du coup, les premiers gros challenges quand vous avez lancé la marque? Les premiers gros challenges, nous, on a démarré très fort top line. Les gros challenges qu'on a eu dès le début, ça a été de la livraison. Parce qu'en fait, sur le Mexique, toute l'infrastructure logistique pour les produits, pour les gros produits, tous les produits bulky, il y a quasiment rien. Il y a du DHL, il y a du FedEx, mais ça sur les petits produits. Donc, on s'est rendu compte. Alors, on a commencé à bosser avec des boîtes de déménagement. On a bossé avec des personnes qui s'appellent hombre camion. Donc, c'est des individuels qui ont leur propre camion de livraison, mais c'était hyper informel. Donc, en fait, très rapidement, on a pris contrôle sur la distribution. On a contracté et on a recruté nos propres. On a fait du leasing des camions, on a fait du branding de camions et on a recruté nos propres livreurs. Et en termes d'expérience, ça a été le jour et la nuit, très rapidement. Ça a dû demander beaucoup d'investissement. Ouais, non, ça a été. C'est vrai qu'on était parti sur une vision beaucoup plus lean, mais après c'est vrai qu'on a pris des décisions pour protéger l'expérience client, avoir un warehouse, avoir des camions. Mais après, en termes d'expérience, c'est quand même le jour et la nuit. On est vraiment sur une construction de marque. On n'est pas sur marketplace parce que on est sur catégorie où la friction c'est soit la livraison, soit l'inventaire. Et si tu contrôles tes deux aspects-là, je pense que en ayant une gestion du cash assez disciplinée, tu peux gagner sur cette verticale. Oui, parce qu'à la base, l'idée, c'était de lancer une marque de meubles sur Internet et presque d'être juste une marketplace, comme tu dis. Et finalement, vous êtes transformé en une entreprise complètement intégrée. Vous avez aussi l'entrepôt et la livraison chez vous. Dès le début, on avait la vision online to offline sur cette verticale. Sur la catégorie meubles, ça marche très bien. Tu fais le storytelling, la communication, la partie acquisition, surtout la partie haute du funnel, sur la partie digitale et le showroom comme complément. On avait déjà ça en tête, mais c'est vrai qu'on est le Mexique, c'est un peu comme la Chine en termes de marché de e-commerce, dans le sens où il y a un manque de confiance et tu as besoin de points de contact offline pour valider tout ton consumer journey. Donc, qu'on est quasiment. Il nous manque juste la manufacture, mais à part ça, on contrôle toute la chaîne de valeur. Et donc, si on prend cette chaîne de valeur en partant du online, le site internet, toute la partie tech, ça a été assez facile à implémenter ici? Oui, ça allait. La partie tech aussi, j'avais mon co-founder quand même qui avait un know-how quand même très très clair sur ça. Donc ça allait. Le défi sur la partie tech, vraiment, ils sont deux. Un, c'est sur la partie paiement. Mexico, c'est l'un des pays avec le niveau de fraude les plus élevés du monde. Et le deuxième gros défi, c'est la partie talent. Mexico, le Mexique, c'est un pays avec plusieurs millions d'ingénieurs, mais très peu de programmeurs. Donc c'est vraiment un gros défi sur la partie talent. Donc là, on essaie de mettre en place des équipes tech sur plusieurs pays. Parce que vous n'arrivez pas à recruter des bons profils ici. Le marché manque énormément de profondeur ici sur place, spécialement sur certains langages, sur certains frameworks. On est en train de placer sur une structure multi-pays en termes de tech. Juste pour la partie tech.
Juste sur la partie Même tech. des pays où vous n'avez pas forcément de Ah oui, on n'a aucun business. lien, absolument. D'accord. Quel pays, par exemple? Là, on regarde l'Argentine, qui est intéressant parce que c'est le même fuseau horaire. Mais on regarde aussi des pays comme la Roumanie, l'Ukraine. Donc, c'est d'autres défis en termes de management. Mais on n'aurait pas pu le faire dès le début. Mais je pense que là, on est un peu plus mature en termes de process et de système pour passer à ce type de structure. Mais à un moment donné, c'est où tu exécutes ton roadmap IT sur 3 ans ou tu le fais sur 6-12 mois. Donc, c'est des décisions à prendre. En termes de gain de confiance de vos clients, parce que tu parles de ce challenge qu'il y a au Mexique. Donc, vous êtes ce qu'on appelle une DNVB, Digital Native Vertical Brand. Donc, vous n'aviez pas, en fait, de présence physique à la base. Comment vous avez fait pour gagner la confiance des clients et puis pour vous faire connaître d'une manière générale? Ouais, nous, on a démarré, je pense que ça a changé beaucoup aujourd'hui maintenant, notre media mix, mais on a démarré, on était 90% Facebook. Aujourd'hui, ça a pas mal changé parce que... Plus Facebook que Google, du coup. Ouais. Google marche pas très bien en pays émergents de manière générale. Facebook marchait beaucoup mieux, mais Facebook, là, les retours sont en chute libre depuis, de manière générale. Donc, ça devient très cher. Ça devient très cher et le niveau d'engagement a énormément baissé. Donc, ça sature très, très rapidement. Donc, faut trouver des relais de croissance vers d'autres canaux. On les a trouvés online, mais on les a trouvés aussi offline. Parce que quand tu es en phase de construction de marque, c'est dur de construire une marque sur du marketing performance. À un moment donné, faut amplifier ton media mix, il faut faire des activations de marque, il faut faire beaucoup plus d'offline. Donc, on a démarré, c'était 90% Facebook et aujourd'hui, on a 12 boutiques. On va avoir quasiment 20 boutiques à la fin de l'année. Qui sont situées où? Là, c'était dans les très grosses villes. On a un modèle très urbain. D'ailleurs, l'essence de la marque, c'est une marque urbaine dans les très grosses villes. Là, la stratégie, elle était duale. Soit on allait dans des zones un peu plus high-end pour valider la marque, être à côté de marques un peu plus high-end et pour faire du brand association, ou aller dans des zones beaucoup plus lifestyle, où les gens passent du temps, vont au resto, pour qu'on rentre un peu dans leur quotidien. Et aujourd'hui, c'est quoi votre ratio entre online et offline en termes de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on est quasiment 50-50. Ah oui, donc vous avez vraiment commencé comme une marque digitale et petit à petit... Mais après, là, je te le dis en termes de conversion. Ouais. Mais moi, je sais les gens qui me convertissent en boutique, leur premier contact avec la marque... il est online. Donc, ouais, c'est omnichannel. On est vraiment sur une thèse online to offline. Et la valeur de Gaïa, c'est vraiment l'intersection de l'online et de l'offline. Et est-ce qu'il y a eu un moment charnière où vous vous êtes dit, OK, c'est bon, là, on va y arriver, c'est lancé? Ou à l'inverse, ou aussi d'ailleurs, un moment où vraiment vous avez eu des grosses galères et vous vous êtes dit, ça va pas le faire du tout? On n'a jamais eu de trop grosses galères, mais je pense que, comme tout entrepreneur, c'est frappant de voir comme quoi chaque phase de croissance d'une boîte, on est passé, moi j'étais tout seul, on est passé avec mes co-founders et là j'ai avec moi 300 personnes en 4 ans. Donc c'est assez violent de voir comme quoi chaque phase de croissance a des défis totalement uniques en termes de management, en termes de process, en termes de système. Et nous on veut construire une marque. Et construire une marque, c'est construire une expérience que tu puisses répéter, que tu livres 100 ou 1000 produits, que ce soit exactement la même expérience. Et ça a vraiment été notre défi. Et un des moments charnières pour nous, quand on a arrêté de bosser avec des Google Docs, quand on a mis en place les process, les systèmes, on a fait de bons recrutements. Ça nous a vraiment aidé à transitionner la boîte et offrir aux clients une expérience beaucoup plus cohérente. Et un client qui m'achète 2, 3, 4 fois, il va avoir exactement la même expérience. Donc ça, c'est des moments charnières et ça a été dur. C'est des transitions dures parce que faut restructurer la boîte, faut mieux recruter. Et je pense que c'est les moments où on n'était pas sûr d'y arriver. Et on vous a accompagné dans cette démarche? Vos investisseurs vous ont aidé? Vous avez eu des mentors? Oui, enfin, investisseurs, c'est... pour être honnête, je pense que dans les phases... dans les premières années d'une boîte, c'est bien au niveau stratégique, mais après, ils sont quand même assez loin de l'opération. Non, je pense vraiment à un moment donné pour scaler, je pense qu'il faut le défi. On peut parler de process, de système, c'est RH. Hein. C'est les RH. Ouais, c'est vraiment trouver les bons profils, recruter les personnes qui ont les outils de gestion pour faire cette transition. C'est hyper dur à trouver parce que tu veux pas non plus quelqu'un de trop senior, de trop fait parce qu'il a trop de manie. Il va plus vouloir s'adapter, se salir. Donc, tu as vraiment quelqu'un besoin qui soit un peu intermédiaire, quelqu'un qui est capable de dessiner du process, mais qui sera aussi capable de gérer l'équipe et de faire cette transition de contribution individuelle à je gère une équipe. Et ça, c'est hyper dur à trouver, ce genre de profil. Et en plus de ça, tu demandes d'avoir un fit culturel avec la boîte. Donc, c'est des profils, c'est des gros défis de recrutement. Mais si tu le fais bien, ça fait une énorme différence.
Et c'est qui les premiers profils que vous avez recrutés et comment, du coup, vous y êtes arrivé? Nous, on a démarré pour scaler, on a pris en fait, c'est un peu dommage, mais on a pris pas mal d'étrangers parce que sur place, on a eu du mal à trouver ces profils-là. Parce que le Mexique, on va dire, marché du e-commerce est encore très vert. Donc, c'était hyper dur de trouver les profils qui avaient déjà fait ça, en fait. Il y en avait quelques-uns, mais c'était plus des profils un peu roquettes, c'était pas les profils les plus loyaux. Mais c'est des bons profils sur la partie data analytics, BI et tout ça. Ici, juste pour donner un peu une idée sur le contexte mexicain, on va dire 90% des boîtes sont familiales. Donc, c'est des boîtes, généralement, et ça manque de structure professionnelle. Les gens sont pas assez professionnalisés. Et après, les 5%, c'est des énormes monopoles où les gens se cachent, ne prennent pas les décisions, ne sont pas proactifs. Donc, c'est dur sur place de recruter ce genre de profil. Donc, on a pas mal recruté à l'étranger, en fait. Espagne, Brésil, Colombie. Et les premiers postes que vous avez recrutés, les postes clés qui vous ont permis de grandir, c'était qui? Au début, ouais, ça a été un mix entre des stagiaires et des postes qui beaucoup plus opérationnels sur la partie customer service, logistique, pour nous aider, nous, cofondateurs, un peu à transitionner. On a démarré, on avait déjà nos équipes tech avec nous, mais on est resté quand même 10 personnes, 6 mois, 1 an. Donc, on était bien les mains dans le cambouis. Ouais. Et donc, pour scaler, comme tu dis, donc monter en échelle, vous avez levé plusieurs fois des fonds. Donc, tu parlais de cette première levée de fonds que tu as fait juste après ton MBA. Ensuite, vous avez fait une série A, une série B. Ça vous a permis de financer quoi en priorité? Et est-ce que ça a été facile? Nous, on a compris qu'avec notre modèle, on était rentré dans ce modèle qui était beaucoup plus intensif en capital qu'on ne le voulait. Donc, ouais, lever le capital, on savait qu'on devait passer par cette case-là. Donc, c'était important de le faire. Après, il fallait trouver le bon timing et les bons investisseurs. Ce qui n'est pas évident parce que Mexique, nous, quand on a démarré, il y avait 4-5 fonds de venture capital. Aujourd'hui, il y en a 40. Mais quand on a démarré, il y avait très peu de fonds. Mais je pense donc, en 4 ans, ça a été multiplié par 10. Ouais, non, le marché a explosé. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré sur le pays. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais au début, c'était dur parce qu'on venait de lancer. On avait une très belle traction top line, mais on avait lancé depuis 6 mois. Mais je pense qu'on avait quand même une bonne thèse. On avait une équipe très complémentaire et avec une bonne traction. Je pense que ça allait, mais ça a pris du temps sur les pays émergents. C'est des process de 6 mois en termes de levée de fonds. Mais c'est vrai que pour faire ces transitions, surtout avec le business model qu'on avait, on devait lever les fonds. Money buys time. À un moment donné, si tu veux recruter des bons profils, si tu veux donner une bonne expérience client, si tu veux investir dans ton warehouse, si tu veux investir dans tes camions, à un moment donné, tu fais la différence. Une des barrières à l'entrée, c'est aussi les levées de fonds. Donc, on a levé série A. Donc là, on était plus au niveau d'attraction, on était encore en phase de prouver le business model. Au niveau de la B, on avait déjà prouvé le business model. Vous étiez rentable déjà? Non. On était, à cette époque-là, on était quasiment EBITDA break-even. On est d'ailleurs toujours quasiment EBITDA break-even. J'espère que je vais arrêter de dire quasiment rapidement. Mais on avait un path to profitability très très clair en termes de unit economics. Donc là, je pense qu'à la fin de l'année, on va être rentable. Donc la A, c'était plus valider le business model et valider le potentiel. La B, c'était plus product market fit, c'était très clair, c'était plus quelle taille peut avoir Gaia. Et accélérer, aujourd'hui. Prendre le marché, notamment par du marketing. Consolidation et nous, on est resté 3 ans sur la même ville, sur Mexico City, qui est une très grosse ville, c'est 25 millions d'habitants. Et à partir de la série B, on a commencé à répliquer notre modèle dans les autres grandes villes du pays. Et en termes de concurrence, il y en a qui se sont lancés du coup? Ah oui, non. Nous, on était les premiers. Je pense depuis qu'on s'est lancé, il y a 10-15 boîtes qui essaient de faire la même chose que nous. Certains avec plus de succès que d'autres. Ouais, c'est beaucoup plus compétitif, mais après, c'est des gros marchés. On n'est pas dans une dynamique de marché, genre des Uber ou des Didi, où tu sais qu'il va y avoir 2-3 players et pas plus que ça. Donc, on essaie quand même de se concentrer sur ce qu'on fait pour pas non plus être trop... Didi c'est le Uber chinois. Ah, d'accord. Mais ils sont pas encore en France, d'après ce que je vois, qui sont rentrés ici. Donc c'est des modèles beaucoup plus compétition frontale, où le leader du marché va prendre 80%. Et Ikea, ça vous fait peur? C'est la référence sur la catégorie à niveau mondial. Donc bon, c'est sûr que ça va être marrant. Après, je pense qu'on a les outils pour savoir se différencier. On veut vraiment se positionner comme la marque lifestyle, la marque locale. La marque accessible, et pour nous accessible, c'est pas seulement prix, c'est aussi avoir des boutiques urbaines et être très axé sur la partie mobile. Ce qu'aujourd'hui n'a pas Ikea, mais ils vont vers ce modèle parce qu'ils se rendent compte que les gens ne veulent pas quitter les centres-villes pour faire des achats de meubles.
Si on parle de ce que c'est que d'entreprendre au Mexique et de vivre plus généralement ici, c'est quoi justement la culture du travail ici? Comment se passent les relations avec les collaborateurs, avec ici, les investisseurs? c'est un très très gros défi culturel parce que c'est une culture de travail tellement différente à l'Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Moi, j'avais la chance que j'avais bossé au Brésil, en Argentine. Je suis un peu un caméléon, mais en fait, c'est une culture totalement anti-confrontationnelle. Donc, Ils n'aiment pas les conflits. Ils détestent les conflits, ils fuient les conflits, ils ne disent jamais non. Donc, c'est très dur. Donc, on essaie un peu ici d'avoir un peu une culture mixte. Il y a beaucoup de feedback, mais c'est vrai que c'est pas la culture directe confrontationnelle un peu européenne ou américaine où t'avances, tu peux t'engueuler, mais le lendemain c'est oublié. Et, ici, ça marche pas du tout comme ça. Donc c'est pas mal de sensibilité. On a dû et personnellement, j'ai dû pas mal adapter un peu mon style de communication. C'est moins direct qu'avant, mais aussi je pense que ici ils voient aussi les bons côtés de ce qu'on essaie de faire en termes d'avoir une plateforme où ça collabore, ça communique mieux. Mais c'est vrai qu'en termes de culture professionnelle, c'est très très différent. Et qu'est-ce que c'est que le climat des affaires ici au Mexique? Est-ce que c'est facile avec tes fournisseurs, avec les transporteurs? Est-ce que c'est... Ouais, non, c'est... chaque fois, je donne un peu la même métaphore, mais on est beaucoup plus... pour moi, la France, les États-Unis, l'Europe, faut être sur un vélo de course, et ici, il faut être sur un VTT, en fait. Donc, faut avoir un bagage, je trouve, faut être très flexible. Faut savoir s'adapter. Faut quand même aussi faire attention. D'un point de vue sécurité, vous avez déjà eu des problèmes? Non, ça allait, mais après, on est exposé parfois à des problèmes de corruption parce qu'on ouvre des boutiques et on est beaucoup plus exposé qu'avant. Donc, des sujets comme ça qu'on n'a pas forcément en Europe, il faut savoir trouver les bonnes réponses. Mais non, le climat des affaires ici, c'est assez facile dans le sens où en 2 coups de fil, tu peux parler au Premier ministre, sans exagérer, alors qu'en France, c'est impossible. Mais après, c'est aussi les désavantages d'être un monde très, très assez informel. C'est beaucoup plus une culture on va être potes, après on va faire du business. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse. Donc c'est très relationship driven. Ça prend de temps, mais après, quand tu l'as, c'est gagné. Mais il faut savoir gagner cette confiance. Donc c'est particulier. Il y a beaucoup d'idiosyncrasies sur lesquelles il faut s'adapter. Les grosses décisions, c'est pas par téléphone, ça sera toujours des meetings en personne et souvent des petits déjeuners. Enfin, faut comprendre un peu ces éléments culturels pour avancer. D'un point de vue général et même plus personnel, tu te sens bien au Mexique, tu es heureux ici et tu penses que tu vas rester de nombreuses années encore? Ouais, moi je suis devenu un grand fan du Mexique. En fait, je trouve que j'ai vécu donc en Argentine, au Brésil, aux États-Unis. En termes de qualité de vie, j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui qu'au Mexique. Je pense que c'est très loin un peu de l'image qu'on en a à l'extérieur. Je trouve que le Mexique, c'est en train de changer. Aujourd'hui, ils sont en train de se repositionner. Mexico, c'est une ville avec une qualité de vie brutale, mais la seule condition, c'est être proche de ton lieu de travail. Moi, je vis un peu dans ma bulle. Je suis à 10 minutes à pied de mes bureaux. La bouffe est top. C'est un pays avec une diversité monstrueuse en termes de gastronomie, en termes de culture, en termes de voyage. C'est hallucinant. Moi, je suis très bien au Mexique et pour l'instant, je me vois pas rentrer. Pour terminer l'interview, je pose toujours les mêmes questions à mes invités. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré? Il y en a pas mal. Il y en a un, je pense, peut-être, pas mal de gens le connaissent, mais j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur quand j'étais à Harvard. Donc, c'est Clay Christensen. Donc, il y a plusieurs bouquins. Généralement, il y en a un qui s'appelle Innovator's Dilemma et il y a toute une série, mais c'est vrai, en fait, c'est très stratégique, mais ça m'a beaucoup aidé, moi, comme entrepreneur, non seulement à savoir prioriser ce que j'ai à faire, faire moins de choses, mais les faire mieux, mais aussi comprendre beaucoup mieux mon client, et vraiment comprendre quel est le set d'expériences qui déclenche un achat du meuble. Donc il y a plein de théories à l'intérieur du bouquin, mais toute la théorie autour de Job to be done, je trouve quand même est très très puissante et très applicable au monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi? Sur le Mexique en général, il y a plein d'idées. C'est ça qui est bien d'avoir un modèle d'intégration verticale, parce que je vois plein de disciplines. Il y a plein d'idées. Moi, les 2 secteurs que je trouve hyper intéressants au Mexique, c'est la partie d'éducation. Aujourd'hui, le Mexique a un énorme problème où l'ascenseur social ne fonctionne pas. Moi, j'ai tous mes potes qui commencent à avoir des gamins. Ils mettent tous leurs gamins dans des écoles privées. Je pense qu'il y a une autre solution en termes d'éducation. Et il y a beaucoup de Mexicains qui ont soif de connaissances et c'est trouver les bonnes plateformes pour partager ce savoir. Donc, moi, j'attaquerai le secteur d'éducation.
Et l'autre secteur que je trouve hyper intéressant au Mexique, c'est la partie fintech. Les banques ici ne jouent pas leur rôle. Enfin, moi, je le vois comme une boîte qui a 3-4 ans de vie. On peut pas parler avec les banques. Ils parlent pas le même langage. Ils savent pas nous évaluer. Ils savent pas nous analyser. Ce sont vraiment des dinosaures. Donc, il y a vraiment un marché pour les boîtes qui sont en pleine croissance, qui sont pas encore entrées dans le système bancaire pour eux. Et sur plein de produits, ça peut aller de la carte bleue, ça peut aller sur des produits de financement, sur du crédit. Il y a plein de produits à offrir à ces boîtes parce que aujourd'hui, les banques sont pas du tout préparées. Et la dernière question, et on enchaînera sur cette chanson. Quelle est ta chanson mexicaine préférée? Donc, j'ai appris à apprécier Luis Miguel. Donc, c'est Luis Miguel Calienta el Sol. C'était pas gagné d'avance, mais c'était un peu Inception. À force de l'écouter tous les jours dans les radios des taxis, j'ai appris à apprécier sur la durée. Eh ben, on enchaîne là-dessus et je te remercie Philippe. Non, merci à toi de nous visiter aujourd'hui. Et à la semaine prochaine les auditeurs.